Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce 19-20, une heure d'information régionale, locale, et à 19h30, place à votre journal national, une heure d'actualité. Donc voici tout de suite les principaux titres. Ce soir encore, plusieurs départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange aux inondations. Les pompiers ont été appelés de très nombreuses fois. Cette découverte incroyable dans la Meuse, à la veille du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, plusieurs corps de poilus ont été retrouvés sur un site totalement détruit en 1916. 6 soldats ont même pu être identifiés. Mais tout de suite, dans la partie régionale du 19-20, la contre-attaque de l'avocat de Lizane dans l'affaire des mariages chinois à Tours. Après l'incarcération hier soir de l'ancienne collaboratrice du sénateur maire Jean Germain, son avocat accuse ce dernier d'avoir été au courant de toute l'affaire. À l'occasion de la journée internationale contre le tabac, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé des mesures concernant la vente des cigarettes électroniques qui font un tabac chez les fumeurs. L'e-cigarette est-elle alors une bonne alternative pour arrêter de fumer? Réponse dans ce journal. Et puis nous vous parlerons d'une discipline peu connue, le sabre. Les championnats de France auront lieu ce week-end à Orléans. Les Orléanaises, considérées comme une équipe de pointe, visent la première marche du podium. Je vous le disais, l'affaire continue donc à faire du bruit, l'affaire des mariages chinois à Tours, avec le déplacement en détention provisoire hier soir de Lizane, l'ancienne collaboratrice du maire Jean Germain, qui est également l'organisatrice de ces mariages, est mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Son avocat a vivement réagi cet après-midi. Denis Guénet et Luc Perrault. Maître Christophe Moisan avait annoncé des révélations sur l'affaire des mariages chinois, mais rien que l'on ne savait déjà, à quelques détails près. Depuis la mise en détention de sa cliente, il n'a cessé de réclamer la confrontation avec le sénateur-maire, Jean Germain. Ça fait 6 mois que je dis, moi je veux une confrontation. Je veux qu'on puisse entendre Jean Germain. Mais il y a un système qui fait que comme tu es homme politique, tu es protégé. Je ne sais pas si vous imaginez, la demande de levée d'immunité parlementaire, elle a fait Tours, Orléans, parquet général, chancellerie, Sénat, pour arriver à dire que le dossier était incomplet, qu'il manquait des éléments, et que dans ces conditions, nous, on allait continuer à être protégés, à protéger Jean Germain. Toutefois, il présente sa cliente comme une simple employée qui n'a fait qu'appliquer ce qu'on lui demandait de faire, sur fond toutefois de mélange des genres, de factures faramineuses, d'erreurs administratives. Mais qui sont les véritables responsables? Car pour l'avocat de Lizane, tout le monde y trouvait son compte. Il y a plein d'entreprises à Tours, de dirigeants de sociétés qui ont été en Chine et qui trouvent des intérêts à ce que cette activité-là, elle continue. Donc elle, quand on lui dit tu arrêtes parce que il y a un problème avec la société Time et tu vas continuer à faire ça en tant que salarié de la société SPL, dites-moi à partir de là, quel est le problème? Elle a toujours travaillé avec Jean Germain. Jean Germain écrit à tout le monde et dit qu'il va continuer à travailler avec elle. Et on lui dit simplement, tu vas le faire, mais dans le cadre d'un contrat de travail avec la société SPL, le tourisme. Donc ce ne sera plus trop l'économie, ce sera le tourisme. Et elle continue à travailler pour Jean Germain. Le 13 juin prochain, nous saurons si la demande de remise en liberté demandée par son avocat est acceptée. Un avocat qui pense que Jean Germain devrait avoir un avenir électoral compliqué. Joint par téléphone, le cabinet du maire précise qu'il ne faut pas oublier les facteurs humains de cette affaire et la présomption d'innocence. Justice toujours avec le procès du Mediator qui n'aura finalement pas lieu cette année. Le tribunal correctionnel de Nanterre vient de le renvoyer à l'année prochaine afin d'obtenir un supplément d'information. La date d'une reprise du procès qui vise les laboratoires Servier pour tromperie aggravée pourrait être fixée lors d'une audience prévue le 15 mai 2014. C'est une affaire révélée par le syndicat Sudrail et qui embarrasse fortement la SNCF. Les voyageurs de la ligne Paris-Orléans auraient été perturbés à plusieurs reprises par une bande d'individus qui sévit depuis le début de la semaine. Des téléphones portables auraient été dérobés et un contrôleur sérieusement bousculé. Et puis cette nouvelle rassurante concernant des écoliers intoxiqués hier au monoxyde de carbone alors qu'ils participaient à un spectacle sur la commune de la Loupe en Eure-et-Loire. 160 élèves ont été incommodés par ce gaz. Une soixantaine d'entre eux a été placée en observation dans les hôpitaux de Chartres et de Dreux. Mais ce soir, tous ont pu regagner leur domicile.
À Saint-Viâtre, dans le Loir-et-Cher, la PME Alco, spécialisée dans la sécurité incendie, se retrouve dans une situation difficile, en conflit avec la société de BTP Eiffage dans le cadre du chantier du grand stade de Lille. Elle se retrouve avec une ardoise d'1 million d'euros. Les deux sociétés se rejettent la responsabilité du dossier. En attendant, la PME a dû licencier 6 personnes. Explication Benoît Bruyère, Alain-Georges Monet. Cette machine industrielle est un prototype unique en France. Son utilisation permet d'isoler des plaques de verrière en polycarbonate grâce à l'injection d'un aérogel. C'est un produit qui date de 1932 et actuellement nous l'utilisons pour l'isolation thermique et ses propriétés translucides. Il a entre guillemets, une puissance d'isolation très performante qui est supérieure aux meilleurs isolants actuels. C'est d'ailleurs l'isolant le plus performant au monde, on peut dire. Il y a encore quelques semaines, Christophe Carré manageait une équipe de 7 salariés sur le site de Saint-Viâtre. Mais depuis le conflit qui oppose la PME au géant Eiffage, ils ne sont plus que 3. C'est un petit peu dommage, un sentiment de gâchis un petit peu. C'est vrai qu'on a les moyens, on a les commandes, on a des compétences techniques, des brevets aussi, on a un esprit d'innovation. Ce savoir-faire et ces brevets, la PME Solognotte a su les vendre partout en France depuis plus de 30 ans, notamment en matière d'éclairage zénital. En 2009, le groupe BTP Eiffage fait donc appel à ses services pour concevoir la toiture du grand stade de Lille. Seulement voilà, un différend les oppose sur 1 million d'euros. Les deux sociétés se rejettent la responsabilité technique du dossier. Mais en attendant la fin de la procédure judiciaire, la PME doit licencier. C'est une réalisation d'envergure que nous avons faite. Nous avons un sentiment amer, pour tout vous dire. C'est a priori une belle réussite, mais nous sommes véritablement amers face à cette réalisation. Placée en redressement judiciaire, la société Alco devrait pouvoir rebondir grâce à sa bonne réputation, mais aussi grâce à un carnet de commandes satisfaisant. Pour le 24e mois consécutif, le chômage continue d'augmenter. En région Centre, le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 1,1% en avril, avec quelques disparités tout de même selon les départements. Dans l'Indre, le nombre de demandeurs d'emploi baisse légèrement, moins 0,7%. En revanche, il augmente partout ailleurs, les plus fortes hausses étant pour le Loiret avec plus 1,3%, mais surtout pour l'Indre-et-Loire, plus 2,1%. Depuis sa mise en vente il y a quelques mois, elle fait un tabac chez les fumeurs, la cigarette électronique. À l'occasion de la journée contre le tabac, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonçait aujourd'hui des dispositions pour encadrer la vente et la consommation de ces cigarettes à vapeur. Cigarettes dont on ne connaît pas précisément l'impact sur la santé, même si elles restent beaucoup moins nocives que les cigarettes ordinaires. On voit cela avec Amélie Lepage et Amélie Rigaudenzou. Premier essai pour Geoffroy. Fumeur occasionnel, il veut remplacer les cigarettes de ses soirées par les vapeurs d'une cigarette électronique. C'est un peu comme la première cigarette, on a tendance à tousser. Oui, je sens que ça passe et c'est assez fort en fait. Oui. Nathalie, elle, fumait plus d'1 paquet par jour depuis ses 17 ans. Pour elle, ce petit objet qui ressemble à un stylo est un remède miracle. J'ai essayé pas mal de méthodes, mais ça n'a jamais fonctionné. Puis dès que le magasin a ouvert, je suis rentrée. Ça a ouvert le 6 novembre. Le 7 novembre, j'ai acheté ma première cigarette et j'ai arrêté tout de suite. Et elle n'est pas la seule. Depuis 7 mois, le succès de ce magasin blésois est exponentiel, à tel point que son gérant envisage d'en ouvrir un deuxième dans le département. Un marché en croissance que l'État tente de maîtriser. Nous devons appliquer à la cigarette électronique les mêmes mesures que celles qui sont aujourd'hui appliquées pour le tabac, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne puisse pas être fumée, parce qu'il faut bien dire que c'est fumé dans un lieu public. Une interdiction qui agace Sébastien Baucher. On utilise quand même des substances qui sont connues, archi connues, ça fait plus de 50 ans que ça existe dans le domaine médical. Donc toutes les études démontrent quand même, c'est quand même 1000 à 1450 fois moins nocif que le tabac. Donc c'est pas rien, même si c'était ne serait-ce que 2 ou 10 fois, ça serait déjà énorme. Et c'est vrai que je trouve que c'est une interdiction de plus. Une opinion en partie partagée par cette tabacologue qui voit la cigarette électronique comme un moindre mal comparé aux dégâts causés par le tabac.
Si on vise le risque zéro, c'est la solution parfaite pour n'avoir aucune inquiétude et ne jamais un jour être potentiellement, comme le Mediator ou autre chose, incriminé. Mais combien de personnes aura-t-on laissé sur le carreau et qui malheureusement un jour arrivera à l'hôpital, dans un service d'urgence ou dans un lit de cancéro, qui aurait pu peut-être se sevrer avec cette cigarette. Le danger pourrait finalement venir de dérives marketing des fabricants qui font tout pour attirer les nouveaux clients, jusqu'à créer un arôme Orléans, goût pitivier fondant. Vous ne saviez peut-être pas, mais chaque année, depuis un quart de siècle, au mois de mai, des scientifiques du monde entier se retrouvent à Blois pour rendre compte de leurs travaux. Cette année, le thème porte sur la physique de particules et la cosmologie. Derrière cette initiative, un couple de franco-vietnamiens qui a mis sa vie au service de la science. Corinne Bianrosa, David Jouya. Il y a 10 ans qu'ils sont tous les deux retraités du CNRS. Et 25 ans qu'ils investissent le château de Blois avec les plus gros cerveaux de la planète. Depuis leur arrivée en France, où ils se sont rencontrés en 1954, Kim et Jean Tran ont mis toute leur énergie au service de la science et des scientifiques. Nous sommes des explorateurs. Nous avançons dans un monde dans lequel nous n'avons que quelques repères. C'est comme Christophe Colomb lorsqu'il va vers l'Amérique, il ne savait pas qu'il va découvrir l'Amérique, mais il a l'intuition, il a dit, il y a quelque chose à faire. Donc si on cherche pour trouver quelque chose, on ne trouvera rien. C'est en laissant l'esprit vagabonder, l'esprit aller dans l'intuition qu'on a, que c'est comme ça qu'on a trouvé l'horloge atomique qui maintenant sert pour le GPS. Alors, chaque mois de mai à Blois, un concentré de matière grise nobelisée fusionne avec la pierre chargée d'histoire du château. On y disserte sur le boson, la physique des particules ou bien les rayons cosmiques. Quand on fait un travail de recherche scientifique, on a besoin de communiquer. On a vraiment beaucoup besoin de s'exposer, communiquer, avoir d'autres idées, se faire critiquer, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc avoir un lieu de rencontre régulièrement pour justement exposer ces nouveaux résultats, discuter, essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le domaine. Et cette année, Kim et Jean Tran ont réalisé leur rêve, construire un centre de congrès scientifique au Vietnam, leur pays d'origine, un centre destiné aux chercheurs de toute l'Asie. Quant aux autres, ils continueront d'occuper une semaine en mai le château de Blois. Et puis un mot de sport avec le tournoi de préparation à l'Eurobasket féminin 2013 qui aura lieu en juin. Tout s'accélère. Hier, l'équipe de France s'est imposée 72-49 face aux Biélorusses. Un match qui marque le retour des Bleus après avoir décroché une médaille d'argent l'an dernier au JO de Londres. Et puis ce soir, l'équipe de France affrontera les Lituaniennes. Rencontre prévue à 20h45 à Lyon. Et puis sport toujours avec les championnats de France de sabre qui vont se tenir ce week-end au Palais des Sports d'Orléans. On aura surtout un œil sur les Orléanaises qui espèrent briller en individuel. Alain Eudes et Arnaud Moreau. Depuis 15 ans, Orléans accueille la seule manche de Coupe du Monde organisée en France. Mais malgré cette exceptionnelle réussite, la ville n'a pas reçu de championnat de France depuis le XXe siècle. La dernière fois qu'on a organisé les France Seniors à Orléans, c'était en 85 et c'est Jean-François Lamour qui a gagné chez les hommes. Depuis, on a organisé les France Juniors quand même. Le Cercle d'Escrime d'Orléans a donc remobilisé l'ensemble de ses bénévoles pour recevoir gratuitement tous les spectateurs intéressés. Un public sur lequel compte la numéro 1 du club afin de conquérir de l'or. Je suis attendue au tournant parce qu'elles savent très bien que je suis à domicile et que je vais crier sur toutes les touches et que je vais être très, très déterminée. Mais j'aime bien ça. Je sais que ça va être difficile, mais vraiment, c'est l'objectif. Donc, je vais prendre les matchs les uns après les autres. Elles vont toutes vouloir m'écraser, mais bon, je vais avoir du répondant, ça, elles peuvent en être sûres. Par équipe, l'accès au podium sera tout de même compliqué pour les Orléanaises en raison de l'absence de Marion Stolz, récemment opérée du genou gauche. Elle laisse sa place à une jeune hyper douée, Manon Brunet, championne de France cadette et junior 2013, résolue à marquer sa première apparition chez les seniors. Je me dis que, on est toutes pareilles, mais des fois, ce qui est le plus dur, c'est de voir des filles que je regardais avec des grands yeux avant et de me dire non, faut pas que je les regarde, quoi. Faut vraiment que je les tape.
Dans la compétition individuelle, Manon Brunet a peu d'espoir. Elle se concentrera donc sur les France par équipe programmées dimanche. Il s'agit d'un gros challenge physique pour la cadette du groupe. Moi, je trouve pas personnellement parce que Manon, c'est une fille qui est très athlétique sur la piste, qui est très forte physiquement et qui sait tenir les matchs, les relais, l'endurance sur la compétition, sur la journée. Donc pour ça, j'avoue que je ne me fais pas trop de soucis. Pendant 2 jours, le Palais des Sports d'Orléans hissera les couleurs locales jaunes et rouges. Les spectateurs sont invités à les adopter aussi pour soutenir leurs escrimeurs. Comme chaque vendredi, place maintenant à l'agenda culturel de Mélanie Trachler. Peter Briggs s'est installé à Saint-Pierre-des-Corps il y a 3 ans. Aujourd'hui, cet artiste franco-britannique nous ouvre son atelier. Sa dernière œuvre s'intitule Shelf Life, littéralement la vie sur les étagères, ou encore date limite de consommation. Mat ou brillant, translucide ou opaque, effet de démultiplication. Jeu de matière et de reflets, Peter Briggs utilise aussi bien le plomb, l'obsidienne que le latex. Cette installation, commencée il y a 15 ans, c'est l'itinéraire d'un sculpteur. Il y a ce premier plan, ce premier passage, qui est un passage où on observe le détail, où on passe d'un objet à l'autre, et puis un plan plus large, disons, où on fait un travelling et les objets forment une série cohérente. Voir et toucher. Collectionneur de verres de lunettes et de gants, mais aussi de fils de cuivre, l'artiste glane au fil de ses promenades un morceau de bois ou de corail qu'il recouvrira ensuite d'aluminium. La couleur, pour moi, n'a pas forcément trop d'importance, à moins que ce soit une matière. Et là, juste derrière nous, il y a une pièce qui est peinte en orange. Bon, c'est l'orange, oui. Mais c'est aussi de l'oxyde de zinc, c'est aussi la peinture minium, c'est aussi quelque chose qui parle de la matière, d'un traitement de surface. Sorti de ses cartons quand il a aménagé dans son atelier, toutes ces chutes, ces pièces détachées parlent autant de son travail que d'autres pièces majeures comme ces miroirs. Ceux du musée des Beaux-Arts, conçus pour refléter le couloir par lequel le spectateur arrive, et la cathédrale de Tours. Faut pas perdre la main. Voilà, on n'en parle plus. C'est-à-dire, elle est en train de dormir, donc... Maman. En anglais, coming out, quoi qu'il dit. En plein dans l'actualité et toujours aussi déjantés, les Fatal Picard osent tout. Ce soir, ils seront dans le Loiret au Festicolor. Ça commence pas trop mal. Du pop art au tatouage, 6 jeunes artistes aux techniques souvent très différentes se confronteront au même thème, sacré, profane, à la Galerie 56. Ici, c'est un autoportrait surréaliste du tourangeau Rémi Chabrérou. Tout de suite, place à vos éditions locales en Touraine et dans le Berry. Partout ailleurs, c'est plein centre et c'est juste après la météo.